République démocratique du Congo vit une ère nouvelle avec l'avènement du président Félix Tshisekedi qui a promu au peuple une nouvelle forme de gouvernance et en plus un état de droit. Ces concepts juridiques, philosophiques et politiques qui prônent l'égalité et l'obéissance de tous devant la loi impliquent la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un État. Et l'État congolais, malgré ses chambellés de bonnes intentions du nouveau pouvoir démocratique, est faible. Une faiblesse qui tire son origine de nombreuses années de turbulences de toutes formes. Installer un état de droit signifie à coup sûr opérer des réformes alors de grandes. Et le domaine compétent avant tout changement de mentalité reste la justice. La justice congolaise fonctionne bel et bien depuis des années. Et à travers les temps, elle a été accusée de prendre la forme et la couleur des gouvernants du moment. Pour ce combat de la justice pour tous et de l'égalité, la justice congolaise doit être au diapason de ce nouveau combat et concept. Elle doit s'armer de tous les outils possibles pour assurer à bien sa mission. Dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, elle doit être la protectrice des valeurs de bonne gouvernance. Cet effort pour installer l'état de droit en République démocratique du Congo n'est pas de la seule responsabilité de l'État. Il existe des hommes et des organisations qui s'activent chaque jour pour accompagner l'État et le peuple congolais à vivre ces grands changements et à bâtir un avenir certain. Bonsoir Maître Georges Kapiamba. Alors, depuis l'avènement au pouvoir du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, il y a des concepts ou des mots sur toutes les langues. Et parmi ces concepts, on peut citer celui de l'état de droit ou de la bonne gouvernance. Et dans l'actualité également, l'ONG ACAJ que vous dirigez inspire ces projets à partir de ces deux concepts. Qu'en est-il exactement? Alors, les deux concepts, c'est l'état de droit et vous avez évoqué encore un autre concept. C'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tout à fait. Nous, l'ACAJ, nous travaillons beaucoup sur la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit parce que les deux sont des attributs d'une société démocratique. Dans le sens où on ne peut pas avoir une société démocratique s'il n'y a pas d'institutions dont les animateurs sont élus par le peuple, c'est-à-dire que suivant les lois telles qu'elles ont déjà établies. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on a déjà des institutions, on a des acteurs. Il y a un autre élément important dans cette société de démocratie et d'état de droit, c'est qu'il faut que les citoyens aient des droits qui leur sont reconnus, mais qu'à côté des droits, les citoyens doivent savoir aussi qu'ils sont soumis à des devoirs. Donc, cette société doit aménager des mécanismes qui doivent permettre à chacun de connaître ses droits, sachant que ces droits sont des droits naturels parce que chacun de nous, en tant qu'être humain, naît avec ça. Mais parce que tous ne vont pas à l'école, ou même quand ils vont à l'école, ils ne suivent pas la même filière, l'État a l'obligation de préparer des services, des structures qui doivent être là pour aider les autres à connaître leurs droits et que lorsque ces droits ne sont pas respectés, sont violés, il faut qu'il y ait aussi d'autres structures de l'État, des services qui peuvent être capables de recevoir les plaintes des citoyens dont les droits sont violés, les examiner et trouver des solutions. Et dans notre société, nous disons que la République démocratique du Congo est un état de droit démocratique parce que c'est ce que nous avons dit dans la Constitution, dans les préambules, mais aussi l'article 1er de la Constitution. Pourquoi? Parce que les Congolais, nous avons voulu que nous ayons une société au sein de laquelle
pour devenir président de la République, il ne faut plus faire des coups d'État. Il ne faut pas s'imposer, il faut être élu. Pour être député, il faut être élu. Donc, toutes les fonctions dont l'accès est subordonné à une élection doivent être respectées en tant que telles. Et nous avons aussi une justice qui est là comme une structure et un service de l'État qui doit recevoir les plaintes des citoyens et des citoyennes lorsque leurs droits sont violés. Les droits peuvent être violés par l'État, peuvent être violés dans le cadre de l'exécution d'un contrat dans une entreprise, mais lorsque vous ne vous entendez pas avec votre bailleur, par exemple, ou votre employeur, il faut que vous sachiez où est-ce que vous pouvez porter votre problème pour une solution. Donc c'est l'ensemble de ça, de ces règles, de ces structures qu'on appelle État de droit. Mais je termine par un élément en disant l'État de droit suppose aussi que chaque citoyen sait qu'il a des droits, bien sûr, mais il doit respecter les lois de la République. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que dans un État de droit, on a à attendre que de l'État. Non, nous tous, lorsque vous sortez sur la route, ou vous avez ramassé des immondices dans votre maison, et qu'on vous dit que vous ne pouvez pas jeter ça sur la route, le fait seulement de vous abstenir de jeter ça sur la route, c'est ça se soumettre aux lois, c'est ça respecter les lois. Donc quand vous agissez de cette manière, vous vous mettez effectivement dans un état de droit. Lorsque votre voisin fait la même chose et que vous l'interpellez pour dire ne faites pas ça, ou le voisin fait des bruits chez lui, vous empêchez-vous de dormir ou vos enfants, et quand vous ne vous mettez pas d'accord, vous allez voir les bourgmestres. Donc vous vous appliquez dans un état de droit au lieu d'aller commencer à vous bagarrer avec votre voisin. D'accord, maître, mais d'une manière claire, comment vous organisez vos activités en rapport avec ces thèmes de l'état de droit et de la bonne gouvernance, et quel est le contenu de vos activités quand vous organisez vos séminaires? Alors, je crois qu'avant de répondre à cette question, il faut peut-être que je place un mot sur la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les lois, toutes les règles qui sont déjà décidées, acceptées dans notre société ou dans d'autres sociétés pour gérer les biens communs. Les biens communs, c'est comme par exemple pour ceux qui travaillent au ministère des Mines, qui travaillent au ministère de l'Économie, ceux qui travaillent par exemple à la DGI, c'est-à-dire Direction Générale des Impôts, à la DGDIA, des douanes. Il y a des lois qui disent que vous, quand vous êtes à la douane, vous êtes à la frontière, quelqu'un vient avec sa marchandise de l'étranger, de la Belgique. Voilà la manière dont, la grille que vous devez utiliser pour lui faire payer. On dit par exemple, si c'est une valise de 20 kilos, vous devez lui faire payer $100. Et quand vous percevez ces $100, ce n'est pas à mettre dans vos poches. La loi vous dit que ces $20-là doivent être versés sur les comptes des trésors. Donc, toutes ces normes-là constituent ce qu'on appelle bonne gouvernance, c'est-à-dire la bonne manière de gérer. C'est ça la bonne gouvernance. Celui qui ne respecte pas ces règles-là ne respecte même pas l'état de droit, parce que l'état de droit, comme j'ai dit, c'est respecter les lois. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour arriver à mettre ça au cœur de nos activités? D'abord, nous faisons la promotion, c'est-à-dire la vulgarisation, plus la sensibilisation. Nous divulguons les règles de la bonne gouvernance, de l'état de droit, comme nous le faisons avec votre média. Le fait que nous ayons cet entretien, vous posez des questions, je réponds. Ceux qui vont nous suivre, ceux qui n'ont jamais entendu parler, par exemple, de ce que c'est l'état de droit, quel est le contenu qu'il faut mettre dans l'état de droit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'état de droit, ça veut dire que le gouvernement doit commencer à nous donner à manger. Vous voyez, mais maintenant, nous disons non, ce n'est pas ça l'état de droit. C'est d'abord un esprit de changement qui doit être accepté par tout le monde. Donc, changement de mentalité. Dans le changement de mentalité, c'est de savoir que nous avons des lois qu'il faut respecter. Donc, nous faisons ce travail-là. Nous le faisons aussi à travers des publications. Nous le faisons à travers notre site web, notre page Facebook, notre compte Twitter. Nous diffusons tout ce qu'il y a comme message
pouvant toucher les cœurs des Congolaises et des Congolais, des dirigeants, pour que les gens changent et acceptent de respecter les règles de la bonne gouvernance. Enfin, nous suivons aussi, nous faisons les enquêtes sur les dossiers de malgouvernance, c'est-à-dire ceux qui gèrent les biens de nous tous là, comme les ministres, les mandataires, les directeurs généraux des entreprises, tous ceux qui sont à la charge de l'État, qui ont l'obligation de faire respecter ou de respecter les dites règles, nous les surveillons aussi. Quand nous apprenons par exemple que dans tel ministère, on a détourné de l'argent, ce que nous faisons, c'est enquêter, chercher, réunir les éléments, et puis nous amenons ces dossiers-là en justice pour que les responsables soient poursuivis, éventuellement condamnés. Voilà ce que nous faisons. D'accord, maître. Mais quand on suit le contenu de vos programmes, ça nous semble être un bon idéal. Mais dites-nous, maître, d'une manière pratique, comment notre population en général vont suivre ou soit vivre avec ces changements que vous luttez jour et nuit, qu'on doit souligner, et surtout que Kinshasa n'est pas la RDC. Oui, c'est vrai que notre action risque d'apparaître comme une simple goutte d'eau dans un grand océan, mais nous commençons d'abord par la capitale. Pourquoi? Parce que la concentration des institutions d'impulsion nationale, c'est à Kinshasa. Les gouvernements, toutes les grandes institutions sont à Kinshasa. Et le reste de la République est censé recevoir les conséquences, la répercussion de l'action qui est décidée au niveau de Kinshasa. Et donc, si nous arrivons à faire impulser les choses positivement au niveau de la capitale, nous sommes certains que ça pourra se répercuter même à travers les autres provinces. Ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interagir beaucoup avec les gouvernements et les autres structures de l'État à Kinshasa. Mais nous avons aussi certaines activités dans certaines provinces. C'est vrai que nous n'allons pas dans toutes les provinces parce que nous sommes aussi limités par les moyens financiers, logistiques et humains. Mais ce que nous faisons, nous sommes certains que c'est de nature aussi à s'insérer dans le cadre de la synergie de ce que les autres font aussi. Parce que nous ne sommes pas les seuls acteurs sur le terrain. Et donc, aussi aujourd'hui, nous utilisons beaucoup les NTIC, les nouvelles technologies de l'information, comme à partir de ce que nous faisons avec vous, nous dupliquons cette émission à travers les médias sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes certains que plus de 60% des Congolais sont branchés sur ces réseaux et nous pouvons atteindre le maximum des citoyens et faire impulser les changements. Vous parlez des réformes. Est-ce que cela ne veut-il pas dire que les instruments juridiques ou les lois congolaises, surtout en matière de l'état de droit ou de bonne gouvernance, se sont dépassés et qu'il faut une mise à jour quant à ces... Et en même temps, faut-il dire aussi que la justice congolaise n'est pas préparée à assurer ce nouveau rôle plutôt dans les cadres d'un État démocratique? Oui, c'est vrai que dans chaque État, comme dans chaque structure, il faut toujours faire l'évaluation. La marche de ce qu'on a fait il y a 1 mois, 2 mois, 1 année, pour savoir si on est toujours dans les bons ou on s'est écarté de ce qu'on voulait atteindre comme objectif. C'est la raison pour laquelle les réformes sont nécessaires. Et il doit toujours y avoir des réformes, étant donné que la société elle-même est mouvante, elle bouge. Il y a des faits nouveaux. Je vous donne un exemple aujourd'hui, Covid-19, c'est un fait nouveau, un fait inattendu, un cas fortuit qui s'est produit, personne ne s'y attendait, qui est venu modifier l'ensemble même de la vie de tous les citoyens. Aujourd'hui, on parle de confinement. Il y a quelques années, personne ne savait même pas ce que c'est cette expression. On n'en parlait pas. C'est vrai, on parlait de bouclage, mais on n'avait jamais parlé de confinement. Et donc, voilà pourquoi
les réformes doivent toujours être pensées, mises en application. Et nous, pour aider notre pays à aller de l'avant, à consolider cet état de droit démocratique tel que voulu dans le cadre de notre Constitution, l'article 1er de la Constitution, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des réformes nécessaires et indispensables, principalement dans le secteur de la justice. Et nous portons ces réformes-là. Nous avons choisi les plus importantes. Nous savons qu'il y en a beaucoup, mais il y a toujours la hiérarchie. Nous commençons par celle-là, c'est notamment en ce qui concerne la nécessité de renforcer la lutte contre l'impunité. Nous pensons que la manière dont nos parquets fonctionnent aujourd'hui ne peut pas permettre à ce qu'on ait des résultats tels que la population l'attend. Parce qu'il y a un petit pourcent de satisfaction en ce qui concerne la répression des crimes. Des crimes, par exemple, résultant des violations graves des droits de l'homme, mais aussi des crimes de corruption, de détournement des deniers publics ou de blanchiment des capitaux. Donc, il faut renforcer, voilà pourquoi il faut de nouvelles réformes. Il y a aussi des réformes à envisager dans le cadre du renforcement de la participation de la femme et de la protection même de la femme, conformément au protocole de Maputo. Nous pensons qu'il faut que les engagements qui ont été pris au niveau du protocole de Maputo soient respectés à notre niveau. Et enfin, il y a aussi la finalisation de la réforme en ce qui concerne l'exercice des libertés de manifestation et de réunion. Parce qu'une société démocratique, c'est celle au sein de laquelle on permet aux citoyens de jouir de leurs droits, de leurs libertés. Or, la manifestation publique, la réunion publique est un instrument qui permet aux citoyens de faire connaître leur point de vue publiquement. Donc, il faut que la loi qui a été déjà votée au niveau du gouvernement portant modalité d'exercice de ces libertés puisse être promulguée par le président de la République. Maître, vous venez de parler de l'accord, du protocole plutôt de Maputo. Quels sont les aspects importants contenus dans ce protocole et pourquoi en faire la promotion? Alors, le protocole de Maputo est un instrument, c'est un traité qui a été adopté dans le cadre de l'Union africaine. Les États ont conçu ce protocole pour renforcer la protection de la femme, permettre à la femme de participer aussi à la gestion des affaires, ainsi rendre les États africains des sociétés réellement justes. Parce qu'une société au sein de laquelle il y a des discriminations basées sur le sexe ou sur d'autres éléments n'est pas une société juste. Voilà pourquoi on a intégré cette dimension au niveau de l'Afrique, on a poussé les États à l'intégrer. Donc pour nous, nous pensons qu'on ne peut pas atteindre les objectifs des droits de l'homme parce que nous disons que tout homme naît avec les droits, et dans l'homme-là, il y a l'homme et la femme, et que l'article 12 de notre Constitution dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation. Donc parce que nous sommes égaux, dans tous les Congolais, là, il y a les hommes et les femmes, parce que nous sommes tous égaux. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas créer les mécanismes des lois qui peuvent rendre cela praticable? Voilà pourquoi nous insistons sur la prise des mesures au niveau interne pour donner effet au protocole de Maputo. Marie-Jo, vu que Maître nous parle déjà du protocole de Maputo, où tu nous as précédé si vite, mais Maître, parlons un peu de la CAGE. Ici, votre association, la CAGE, y a-t-il cet équilibre entre l'homme et la femme, ou cette parité? Est-ce que cela est palpable ici dans votre ONG ou association? Bien sûr, on fait un effort. Vous savez que la réalisation de l'égalité est un processus. On ne dit pas qu'il faut du coup commencer seulement par la parité dans le sens de dire l'égalité en termes numériques. Parce qu'on peut trouver une société dans laquelle on a moins d'hommes engagés ou acteurs dans des institutions que les femmes. L'exemple, c'est que c'est le Rwanda. Quand vous allez au Rwanda, le Parlement
et a plus de femmes que des hommes. On ne va pas dire que parce qu'il y a moins d'hommes, donc il n'y a pas d'égalité. Bref, ce qui est recommandé aux nouvelles sociétés pour assurer cette égalité, c'est principalement l'égalité des chances. Il faut que ça, nous entendons ça sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'il faut donner aux femmes la possibilité aussi d'accéder au même type de services, au même travail que les hommes peuvent y accéder. Mais pour ça, il faut aussi commencer à les pousser à avoir accès à l'instruction, bannir les discriminations que nos sociétés ont connues dans les temps du genre que lorsque vous avez 2 garçons, 2 filles dans la maison, on dit qu'il faut d'abord envoyer les garçons à l'école, les filles, ce n'est pas très indispensable parce qu'on considérait que les filles, leur place, c'est seulement dans les mariages. Donc voilà les choses qui doivent être bannies pour que si ces filles-là peuvent aller à l'école, un jour devenir aussi enseignantes, qu'elles le peuvent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, vous avez 4 postes, même s'il n'y a pas de femmes qui peuvent concourir à ces postes-là, vous allez prendre celles qui ne conviennent pas, vous les placez là-bas. À ce moment-là, vous violez aussi les règles de la bonne gouvernance. La méritocratie fait partie des règles de la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est donner aussi des postes aux personnes qui ont la compétence pour qu'ils exécutent avec possibilité de réaliser des résultats. Mais à la CAGE, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous avons un nombre quand même important. Nous dépassons les chiffres de 30% à ma connaissance. Ah bon? Bien sûr, 30%. On note ça, maître. Mais plusieurs partenaires vous accompagnent dans l'organisation de vos activités, puisque on doit savoir, mais qu'est-ce que ces partenaires visent exactement, vu que la polémique s'est faite toujours autour des partenaires qui soutiennent les ONG, mais on les accuse de toutes sortes des intentions du monde. Non, je crois qu'il y a eu un moment où effectivement ces débats avaient fait rage dans notre pays, où les membres de la société civile, des ONG, mon tante, celle qui critiquait beaucoup les gouvernements, étaient considérées comme, on disait, des gens au service des impérialistes. Pourquoi? Parce que c'est principalement les gens ou les institutions venant de l'Occident qui apportent un soutien aux organisations locales. Mais la question qui revient, c'est de savoir si dans un état de droit démocratique, où il est recommandé à ce qu'on ait une société civile agissante, est-ce qu'on peut avoir une société civile agissante si les organisations, associations, membres de cette société ne reçoivent pas les moyens? L'article 37 déjà de la Constitution de notre pays impose à l'État de collaborer avec les organisations, membres de la société civile, même à les subventionner pour qu'elles soient capables de mener leurs activités. Mais dans notre pays, l'État est déjà incapable de prendre en charge ses propres agents et fonctionnaires. Pensez-vous que l'État pourra le faire pour les membres de la société civile? Non. C'est la raison pour laquelle on fait recours aux Occidentaux, ceux qui ont un peu beaucoup de moyens, qui ont déjà une grande culture de soutenir ce genre d'activités, qui viennent, qui appuient. Mais par là, nous ne vendons pas notre âme. Hein, nous ne nous soumettons pas à leur dictat. Ça a été une incompréhension. C'est vrai que nous-mêmes qui recevons cet appui-là, nous devons être prudents pour ne pas penser que c'est une manière pour nous de nous soumettre à leur dictat. Donc nous restons indépendants, même dans les traitements que nous avons vis-à-vis de tous nos partenaires. Mais la CAGE est toujours d'une manière ou d'une autre critiquée. Bien sûr. Parce qu'on dit que souvent la CAGE s'épanche souvent vers le pouvoir actuel, qui est par rapport au temps de Joseph Kabila, où la CAGE s'acharnait jour et nuit sur la manière dont l'ancien président agissait. Oui, c'est-à-dire avant de répondre à cette question, je voulais dire que dans le cadre de ces partenariats, comme pour les activités que nous faisons, pour le moment,
en ce qui concerne ces projets qui visent à soutenir la consolidation de l'état de droit, nous travaillons avec l'appui de NDI, qui est une institution américaine qui appuie ce genre d'activité, pas seulement en RDC, mais dans beaucoup d'autres pays au monde. Même en Occident, ils appuient aussi les sociétés civiles françaises, belges et consorts. La cage, on nous critique. D'abord, nous devons accepter. Comme on dit, on ne jette des pierres que sur les bons fruits, parce qu'on a envie de les manger. Alors, si nous ne représentions rien, les gens n'allaient même pas avoir des regards sur nous. Sinon, on allait passer comme des anonymes. C'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que nous représentons quelque chose et nous nous imposons en tant qu'acteurs dans notre société par rapport à tout ça. Mais par rapport aux prises de position, je crois que nous ne serons toujours pas compris. Parce que nous définissons nos positions en fonction des valeurs que nous défendons. Bon, si ce que nous défendons n'est pas la même chose que les autres qui sont au pouvoir, c'est tout à fait normal qu'ils puissent penser que nous avons plus été trop durs envers Joseph Kabila que nous le serons envers Félix Tshisekedi. Peut-être il faut qu'on soit sincère aussi pour savoir que entre Félix Tshisekedi et Kabila, il y a quand même, chacun d'eux a fait quand même quelque chose de différent. Mais en ce qui nous concerne pour notre secteur, nous pensons que Félix a fourni un certain nombre d'efforts qui nous permettent, nous, de nous dire que nous pouvons soutenir ce qu'il fait et qu'il n'a pas fait encore quelque chose de mauvais du genre de ce qu'on a vu contre Kabila. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette ligne-là. Et mettre un aspect important de la bonne gouvernance et de l'état de droit, c'est la lutte contre la corruption. Ouais. Et au Congo, la corruption, un thème qui a toute son importance et son actualité. La question, c'est quoi la corruption? La corruption, en termes simples, parce que beaucoup de vos téléspectateurs vont suivre, c'est une démarche qui consiste principalement pour une personne qui est au service de l'État, d'une administration, accepte de rendre un service qui est en contradiction avec les lois. Mais il accepte de le faire. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une rémunération ou il reçoit une promesse d'obtenir des avantages. C'est ça la corruption. Donc quand un agent, vous êtes un agent dans un bureau, vous êtes par exemple à la douane, quelqu'un amène une valise qui pèserait 100 kilos et que la grille de tarification indique que 50 kilos, il faut payer $100. Lui en a 100, logiquement, il doit payer 200. Alors lorsqu'il vient, il vous dit, mais comme on le connaît bien chez nous ici, Master, je peux vous payer pour les 100 ici, je paye $100 et je vous ajoute aussi $20. Et vous acceptez. À ce moment-là, les $20 là constituent une rémunération illicite. C'est un salaire illicite que vous acceptez. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de vendre un service en défaveur de l'État. Mais selon maître Georges Kapiamba, que peut-on faire pour lutter contre la corruption à RDC? Est-ce que la solution est seulement du côté de la justice ou du changement des mentalités tout court? La solution est à deux niveaux, changement de mentalité et la justice. Changement de mentalité, ça veut dire sensibilisation, formation des gens, éveiller les consciences des jeunes, des enfants, de tout le monde qui doivent savoir que corrompre, c'est-à-dire, quand on dit corrompre, là vous voyez, se faire corrompre, c'est faire altérer la conscience. C'est-à-dire, c'est vendre. Vendre sa conscience contre l'argent est un vice, est une antivaleur. Il faut que chacun prenne cette conscience-là pour dire c'est contre la morale, c'est contre nos valeurs de notre société. Mais pour y arriver, il faut beaucoup de sensibilisation, l'éducation à l'école et les médias tels que nous le faisons, vous et nous. Il y a le deuxième volet
qu'il ne faut pas ignorer, c'est la répression de la justice. La justice intervient pourquoi? La justice doit réprimer, doit sanctionner ceux qui ont commis déjà les actes, de manière à donner un signal, un avertissement aux autres pour savoir que cet acte-là est interdit. Voilà celui qui a osé les commettre, ce qu'on lui a réservé comme sort. Donc vous autres, vous êtes informés qu'il ne faudrait plus vous comporter de la sorte parce que si vous le faites, vous allez aussi subir les mêmes sorts. Donc les deux sont importants. On ne peut pas terminer, résoudre ou éradiquer la corruption en utilisant qu'un seul. Jamais ça ne marchera pas. Maître, aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de l'IGF, qui est l'inspection générale de finances. Comment jugez-vous l'action de cet organe? Et aussi, dites-nous comment cet organe peut contribuer à la lutte contre la corruption, même si l'IGF ne veille qu'à l'utilisation du finance publique. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir dans ces cas? Alors, deux choses importantes. D'abord, je commence par la dernière. L'IGF ne se préoccupe pas seulement de la protection des finances publiques. Dans les finances publiques, on voit principalement l'argent, tout ce qui est collecté, impôts, taxes, qui doit entrer dans la caisse de l'État, qui doit permettre au gouvernement de répondre aux problèmes de la population. C'est ça le travail de l'IGF, c'est s'assurer que on a donné au ministère de la Santé, par exemple, 100 000 $ pour combattre la Covid. Vous, le ministère de la Santé, expliquez-nous comment est-ce que vous avez utilisé cet argent. On vous donne les papiers, vous vérifiez. Si c'était mal utilisé, l'IGF vous dit non, vous n'avez pas respecté les règles de la bonne gouvernance. Donc, vous devez rembourser cet argent. Et moi, je vais vous amener en justice. Mais maintenant, l'IGF aussi agit pour protéger les biens immeubles de l'État. Donc si vous avez une information faisant état d'une tentative d'expoliation des maisons de l'État, il faut informer l'IGF. Parce que dans les biens de l'État, il y a les biens meubles comme l'argent, mais il y a aussi les biens immeubles, les véhicules, tout ce qu'il y a comme bien de l'État. Donc nous soutenons l'IGF, que nous considérons comme notre partenaire par excellence. Voilà. Maître, avant toute dernière question, pour en finir aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on parle de Madé Swabana. Ouais. Des cadeaux encore des Mbwengi. Et des Makassou. Ah oui, car on sait que personne, surtout dans l'État, personne ne peut vivre avec, tenir, soit vivre un mois entier avec son salaire. Que dire par rapport à cela? Alors, les Madessou, ce sont des expressions qui visent tout simplement à cacher les vices, l'antivaleur qui est la corruption et le détournement des deniers publics, de l'argent de l'État. Donc, ce sont des actes antisociaux que nous devons nous décourager. Ce sont des expressions à bannir dans notre vécu quotidien, dans notre parler avec les autres. Nous devons dire aux gens qu'il ne faut pas encourager cela. Pourquoi? Parce que le fait de se faire remettre un cadeau, en dehors de ce qui est légal, constitue une corruption. Vous êtes un agent dans une commune, quelqu'un vient chercher un certificat de naissance, ça coûte, selon la réglementation, 15 $. La personne arrive, vous lui faites, pour lui faire ça, vous lui dites non, payez-moi, donnez-moi même 2000 francs. Déjà les 2000 francs là, parce qu'ils ne font pas partie des 15 $ que l'État connaît. Donc vous percevez ça en dehors des frais qui sont les frais légaux de 15 $. C'est de la corruption. Donc tous ceux qui perçoivent l'argent de cette manière-là doivent savoir qu'ils commettent la corruption. Nous devons combattre ça. Les expressions Madé Swabana, c'est de la corruption, ce sont des antivaleurs. Maître, je reviens un peu sur la question de ma collègue. Mais s'il faut condamner ou bannir ce genre de pratiques en RDC et surtout dans notre société,
vous ne trouvez pas que l'État doit d'abord commencer par améliorer les conditions de vie de la population? Oui, c'est un effort qui doit être fourni, mais ça ne doit pas être comme un préalable. Pour que nous sommes agents de l'État, nous puissions dire, pour que nous bannissions la corruption dans notre service, nous abandonnions de chercher à demander les Madé sur Abana, il faut d'abord que l'État nous paye bien. Non. Demander, obtenir les bons salaires, les bonnes rémunérations est un droit de chaque travailleur. Et les travailleurs doivent réclamer ça conformément aux lois. Il ne doit pas dire ou chercher à justifier les recours à ces antivaleurs parce qu'il est mal payé alors qu'il croise les bras. Il ne réclame même pas l'amélioration de ses conditions de travail. Parce que ce qui se fait dans notre pays aujourd'hui, les gens se taisent, préfèrent continuer à vivre dans la corruption, dans les détournements et abandonnent même la nécessité de réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce n'est pas normal. Et pour en finir, aujourd'hui, quels sont les risques liés à la pratique de la corruption, tant dans les chefs de corrupteurs et des corrompus? Et aussi, quelle est la proposition législative concrète que vous avez initiée en matière de lutte contre la corruption? Alors, les risques sont à deux niveaux. D'abord, contre eux-mêmes, les corrupteurs ou les corrompus, mais aussi un autre risque contre l'ensemble de la société. Je commence par ce dernier. Contre l'ensemble de la société, le risque est énorme. Les gens qui volent l'argent de l'État, comme ce que nous avions tous suivi au niveau, par exemple, des ministères de l'EPST, les gens ont détourné l'argent qui devait servir à la paye des enseignants ou des agents. Mais ceux qui n'ont pas pu toucher leur argent souffrent, sont dans la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui, eux, ont pensé qu'il fallait se servir de l'argent des autres. Donc le risque est énorme. Il y a sûrement des gens qui peuvent avoir trouvé la mort à cause du fait que leur argent n'avait pas été payé. De deux, lorsqu'on donne de l'argent pour financer les travaux publics, améliorer les conditions, par exemple, de déplacement, ou asphalter une route et que les gens détournent, les déplacements deviennent difficiles. On donne l'argent pour renforcer la capacité d'adduction d'eau ou d'éclairage de la ville ou des communes. Si l'argent est détourné, c'est qu'on va continuer à vivre les délestages où il y a manque d'eau comme nous le vivons actuellement dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'eau dans beaucoup de communes, c'est parce qu'il y a des individus, des hommes et des femmes qui ont eu à voler l'argent qui était affecté ou alloué à acheter des machines, à acheter des pièces de rechange, comme à la SNEL là-bas, au lieu d'acheter des pièces, des vraies pièces originales auprès des maisons sérieuses comme en Europe, ils préfèrent aller acheter des pièces de moins chères. Ce qui fait que quand on les place dans des cabines, avec l'utilisation, ces pièces-là brûlent facilement, on n'a pas d'électricité. Donc voilà les risques, les conséquences négatives que tout le monde est en train de vivre à cause de ce comportement des corrupteurs et des corrompus. Maintenant, par rapport à eux-mêmes, mais le danger pour eux, c'est d'être arrêtés, présentés devant un juge, condamnés. Et les agents et fonctionnaires de l'État doivent faire très attention. Parce que la peine maximale, c'est 20 ans. Et même ils suivent ces derniers temps. Les juges ne blaguent plus. Ils ne se réservent plus à prononcer le maximum de la peine. Et cette peine-là de prison, on y associe aussi des peines complémentaires. On va confisquer tous les biens que vous avez achetés avec l'argent détourné ou l'argent de corruption. On va tout vous confisquer. Deuxièmement, on va vous interdire même d'aller voter les jours où il y a des votes. Quand on dit vous êtes privé de droits civils et politiques, on dit durant 5 ans, 10 ans. Ça veut dire les jours où il y aura par exemple l'élection pour élire des bourgmestres ou des députés, vous allez rester à la maison. Et là, tout le monde sait que vous ne pouvez plus élire. Donc, vous êtes devenu un monsieur ou une dame de seconde zone.
Donc voilà les conséquences. Dans ces mêmes ordres d'idées, est-ce que, Maître, il y a lieu d'évoquer la fuite des capitaux? Si oui, quels sont les mécanismes à développer à cet effet? Tout à fait. Dans la corruption, détournement, il y a la fuite des capitaux, principalement des devises étrangères. Notre pays a connu ça et continue à connaître ça, surtout dans le secteur des importations et des exportations. Ce qui se passe généralement, c'est que les gens souscrivent des licences d'importation. Ils disent, je vais acheter une marchandise d'1 million à Dubaï. Ils demandent à la banque centrale, on lui donne les 1 million de dollars, on lui donne en devises. On fait les transferts à l'étranger. Ça fait diminuer le capital en devises de notre pays. En réalité, lorsque vous n'importez pas cette marchandise, ça veut dire que ça crée un déséquilibre. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont fait fuir beaucoup de capitaux et nous sommes devenus un pays qui vit pratiquement sous perfusion. Les devises, on nous dit toujours que ce qui reste à la banque centrale ne peut permettre le pays que de vivre durant 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des opérateurs économiques véreux qui ont eu à souscrire, on leur a donné beaucoup d'argent pour importer des marchandises. Ils n'ont pas ramené ces marchandises ici pour équilibrer la balance des paiements du pays. Donc c'est très dangereux. C'est ça qui tombe sous les coups du blanchiment des capitaux. Et là, si on t'attrape, la loi prévoit que l'amende, c'est 4 fois les montants que tu as souscrit. Si tu avais souscrit 1 million pour dire je vais acheter une marchandise et que tu as laissé ça à l'étranger, tu n'as pas ramené, l'amende c'est 4 fois, ça veut dire que tu devras payer à l'État 4 millions. C'est pas trop ça. Ah, mais c'est pour intimider et dire aux gens qu'il ne faut pas se comporter de la sorte. Il faut se comporter dignement comme les autres le font dans d'autres pays. Vous souscrivez une licence, comme nous avions vu avec monsieur, comment on l'appelle dans les procès, Caméré. Voilà, il souscrit d'une licence d'autant d'argent pour acheter les maisons, mais on n'a pas vu les maisons, l'équivalent de ces maisons ici. Ça, ce sont des problèmes. Et des gens pareils, la loi est là pour les sévir et on les fait condamner 4 fois parce que c'est du blanchiment des capitaux. Voilà, merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, fin de cet entretien. À vous qui l'avez suivi, on vous dit merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir.